MRI Radio. Le décryptage de l'info. Ouvrons le débat avec cette question. L'État d'Israël poursuit-il sa riposte contre l'Iran? Une base militaire pro-iranienne a été frappée en Irak. L'explosion a fait plusieurs victimes. Un silence de Tsahal, mais l'origine de l'attaque ne fait aucun doute. Les États-Unis, de leur côté, ont démenti toute frappe aérienne. Les efforts américains pour éviter une escalade entre Israël et l'Iran sont-ils vains? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Accueillons le lieutenant-colonel Vincent Abaretier, bonjour. Historien militaire, docteur en sciences politiques. Vincent Crouzet, bonjour. Expert en renseignement. J'annonce votre prochain livre, Service Action, le chevalier de Jérusalem, aux éditions Robert Laffont, qui va paraître le 2 mai. Je suis à jour. Accueillons évidemment Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Ex-ambassadeur de France en Russie. Et Michel Darzansky, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales et notamment du Proche-Orient. Avant de vous entendre, le récit de Camille Baron sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Dans quelques instants, à votre avis, la riposte Israël se poursuit, colonel ? Oui, en fait, personne d'abord n'a prévenu du début, personne ne préviendra vraisemblablement de la fin. Donc il s'agit d'une série d'actions très ciblées, à la fois dans l'espace et dans le temps, visant à supprimer des cibles et visant aussi à donner aux Iraniens des messages en disant que, notamment, leurs centres d'exploitation et de recherche nucléaire sont tout à fait vulnérables. Donc, on en parlera, mais les cibles qui ont été choisies ne sont pas anodines. Ce sont des centres de radar, de coordination de toute la défense antiaérienne iranienne dans un territoire qui est quand même très spacieux. Et donc, on a vu, notamment lorsqu'il y a eu des explosions en plein Iran, en plein centre de l'Iran, que finalement, contrairement à ce qui s'était passé le week-end dernier, les missiles israéliens sont entrés comme dans du beurre, hein, sans aucune contrepartie iranienne. Donc en fait, ne serait-ce que pour cette raison, Israël tient à montrer à l'Iran qu'il serait vain de vouloir franchir une étape ultérieure. On poursuit ce débat avec justement le récit des dernières heures avec Camille Baron après cette nouvelle frappe qui a touché une base pro-iranienne en Irak. C'est une nouvelle preuve de l'extrême tension dans la région. La base militaire irakienne de Kalso abritait les troupes du Hashd al-Shabi, des groupes armés pro-Iran. Impossible pour l'heure d'identifier formellement les responsables de ce bombardement. Les États-Unis assurent n'avoir mené aucune frappe. Les yeux se tournent donc vers Israël. Entre l'État hébreu et l'Iran, le contexte est explosif. Déjà hier, des frappes à Ispahan en Iran ont été imputées à Israël, une riposte à l'attaque de drones iranienne la semaine dernière. Escalade des tensions, malgré les efforts diplomatiques pour éviter un embrasement. Du côté des États-Unis, principal allié israélien, ce sur quoi nous nous concentrons, ce sur quoi le G7 se concentre, c'est notre travail pour désamorcer les tensions, pour désamorcer tout conflit potentiel. Comme de la Russie, soutien de taille de Téhéran. Des contacts par téléphone ont eu lieu entre les dirigeants de la Russie et de l'Iran, et entre nos représentants et les Israéliens. Nous avons dit aux Israéliens que l'Iran ne veut pas d'escalade. Comme pour les frappes en Iran hier, l'armée israélienne a refusé tout commentaire sur ce nouveau bombardement en Irak. Michel Darzansky, cette guerre se poursuit avec Israël qui décide de frapper l'Iran, mais par pays interposé? Pas forcément par pays interposé. Aujourd'hui, ils ont des sous-marins lanceurs de missiles qui peuvent tout à fait atteindre l'Iran. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, que les Israéliens, je dirais, ne revendiquent pas ces frappes, je dirais qu'on revient dans l'ordre stratégique israélien. C'est Benjamin Netanyahou qui, depuis qu'il est au pouvoir, à chaque fois qu'il y avait une montée en puissance de l'Iran ou qu'il y avait une opération qui allait être faite par les Israéliens, annonçait. On n'a pas l'habitude, jusqu'en 2012, d'annoncer ce genre de choses. Les Israéliens font et n'annoncent pas et ne revendiquent pas forcément systématiquement. Ça fait partie du paradigme stratégique israélien.
Donc aujourd'hui, qu'ils ne le revendiquent pas, je dirais que les choses rentrent dans l'ordre. Et comme j'ai dit précédemment sur votre plateau, phrase très prosaïque mais qui parle bien, lorsqu'on donne un coup de boule, on ne prévient pas. Ben là, c'est exactement la même chose. Oui. Phrase très imagée. Vincent Crouzet. Non, Michel a raison. Les Israéliens ne revendiquent plus en fait ce type d'opération. Ça signifie aussi que ce n'est pas une opération de Tsahal, mais vraisemblablement du renseignement israélien, donc soit du renseignement militaire Aman, soit du Mossad. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière de ces Hashd al-Shabi, qui sont en fait une espèce de mosaïque de 70 groupes, à peu près 70 milices, pas toutes pro-chiites d'ailleurs, il y a des milices chrétiennes aussi parmi ces unités de mobilisation populaire qui font partie intégrante en fait des services de sécurité et de l'armée irakienne. D'ailleurs, le chef de cette milice est conseiller national à la sécurité en Irak. Donc il touche quand même à quelque chose de sensible en Irak. Ça peut aussi provoquer des dissensions au sein de ces milices. Ce qui est intéressant, peut-être aussi qu'il cherche aussi la confrontation interne qui intervient assez souvent au sein de ces unités de mobilisation populaire. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, ils ont frappé au cœur du centre névralgique chiite en Irak, qui est ce sud irakien. Il faut comprendre aussi que ces milices ont été créées par l'imam al-Sistani en 2014. Et là, on touche vraiment au monde chiite irakien, donc ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Oui, mais justement, cette base militaire en Irak, Vincent, abritait, vous l'avez dit, des troupes de l'armée et d'anciens paramilitaires pro-Iran du Had al-Shabi. Est-ce le symbole d'une guerre qui va se jouer à travers les alliés iraniens? On va partir au Liban, qui abrite entre autres le Hezbollah pro-Iran. Retrouver Arthur Saradin. Arthur, ce qui interpelle, c'est donc le profil de ce groupe armé visé probablement par Israël. Alors, en effet, il faut un peu comprendre ce qu'est ce groupe qui a été ciblé hier. On ne sait pas encore par qui, parce qu'en effet, personne n'a pour l'instant revendiqué ce tir. Donc, il s'agit des unités de mobilisation populaire. C'est un groupe qui a été créé en 2014 à l'appel d'un dignitaire religieux irakien et qui regroupe en réalité plusieurs brigades miliciennes, chrétiennes, yézidis, sunnites, mais très majoritairement chiites. C'est un groupe qui a été créé en 2014 pour se battre contre Daesh avec la coalition internationale. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après la lutte contre Daesh, ces brigades elles se sont installées dans l'Irak. Elles se sont pas partagé le territoire, mais en tout cas, elles se sont implantées dans plusieurs parties du territoire irakien. Et aujourd'hui, elles gagnent en autonomie. L'État irakien a essayé de les intégrer à l'armée régulière, mais avec énormément de difficultés. Donc, disons que c'est une sorte d'État dans l'État pour l'Irak. Et aujourd'hui, les plus importantes brigades de cette unité sont parrainées par l'Iran. Elles sont financées par l'Iran, elles sont idéologiquement proches du régime des mollahs. Et pour l'anecdote, certaines ont même participé à la répression des manifestations en 2020 à Téhéran. Et aujourd'hui, en effet, elles font partie intégrante de ce qu'on peut appeler les proxys de l'Iran, c'est-à-dire ces forces armées qui sont actives dans la région à l'extérieur du territoire iranien. Merci Arthur Saradin depuis le Liban. Sylvie Berman, cette guerre, elle se joue aussi sur le terrain des alliés de chacun, de l'Iran et d'Israël ? Oui, l'objectif d'Israël, c'est de rétablir la dissuasion qui avait été mise à mal le 7 octobre. Donc les Américains ont considéré que la dissuasion avait été rétablie avec ce succès défensif. Ce n'était pas suffisant pour Israël, d'autant plus que Netanyahou est sous pression de son extrême droite, des deux ministres qu'on connaît bien. Donc il fallait réagir, et pas uniquement via les proxys. C'est la raison pour laquelle Israël a frappé directement en Iran, sans qu'on sache exactement d'ailleurs ce qui a été touché, puisque les Iraniens ont voulu minimiser. Donc là, la frappe qui est intervenue sur ce groupe de milices pro-iraniennes, dans un premier temps, il avait été dit que c'était les Américains. Ça n'a pas été revendiqué. Mais pourquoi les Américains ? Parce qu'en réalité, ces milices, depuis le 7 octobre, frappent les soldats américains partout où ils sont, en Syrie et également en Irak. Alors maintenant, il est tout à fait possible, évidemment, que ce soit les Israéliens. Est-ce qu'Israël va poursuivre cela ou pas ? C'est-à-dire, Israël est à la fois accusé, effectivement, de faire des victimes civiles à Gaza,
les Américains avaient conseillé plutôt les frappes ciblées. Est-ce qu'Israël va continuer comme ça? Je veux dire, c'est vraiment la décision de Netanyahou. D'autant plus qu'un des ministres, Ben Gvir, qui a été critiqué pour ça, avait considéré que cette réaction d'Israël avait été minable, en fait. Il y a le risque, colonel, que l'Iran réplique, qu'on ouvre un cycle de vengeance, même si je puis dire, les attaques pour l'instant sont maîtrisées, modérées, elles se poursuivent. Mais en fait, ça n'a jamais cessé, je dirais, parce que depuis le 7 octobre, même si d'aucuns disent aujourd'hui que le Hamas n'avait pas prévenu l'Iran de cette attaque, en réalité, l'Iran, chacun sait, était derrière, enfin plus ou moins, déjà en soutien stratégique. Le Hezbollah lui-même, depuis les années 80, est déjà soutenu par l'Iran. C'est l'Iran qui arme, c'est l'Iran qui forme ses cadres. Donc en fait, l'Iran a une action dans le Moyen-Orient contre Israël. Et je rappelle que, officiellement, et ils ne s'en cachent pas, leur but, c'est d'éradiquer l'État d'Israël. Pas forcément la présence juive, mais ils ne veulent plus de l'État d'Israël. Donc ils ont repris le flambeau des États arabes qui ont cessé depuis les accords de paix avec l'Égypte et notamment avec la Jordanie. Ils ont repris le flambeau des États du front arabe. Donc en fait, et l'Iran revendique curieusement cet héritage. Et alors qu'autrefois c'était la Syrie, c'était l'Égypte qui soutenait les mouvements palestiniens qui allaient terroriser la population israélienne, aujourd'hui c'est l'Iran. Donc c'est une guerre qui, pour l'instant, continue mais n'a jamais cessé en réalité. Alors il y a eu, depuis le 7 octobre évidemment, une intensification des combats. Israël a répliqué. Alors elle réplique d'abord à Gaza et puis ensuite, évidemment, elle ne peut pas non plus tolérer, comme elle l'avait fait avant la guerre des 6 jours, que sa population du nord du territoire soit sous la menace de l'artillerie du Hezbollah. Donc il y a 100 000 personnes qui ont été déménagées. Il faudra bien qu'un jour, elles retournent dans leur maison. Donc si vous voulez, pour l'instant on en est là. Alors la difficulté c'est quoi? C'est que la puissance iranienne est plus proche du nucléaire que ne l'étaient les Égyptiens ou les Syriens à un certain moment. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de frontière commune entre Israël et l'Iran. Et donc, Israël, finalement, fait face à un ennemi multiforme, un peu comme une pieuvre. Donc, il s'attaque tantôt au Hezbollah, tantôt au Hamas, tantôt aux milices irakiennes, comme on l'a vu. Mais, si vous voulez, c'est une guerre sans fin. En fait, le but stratégique qui serait crédible pour Israël, c'est de mettre fin au régime des Mollahs. Mais là, c'est autre chose. C'est un autre style de guerre. Ah, c'est évident. Partons justement en Israël, retrouver l'une de nos équipes, Xavier de Giacomoni avec Thibaut Bruck. Bonjour Xavier, vous nous disiez dès hier, car vous êtes très bien informé, qu'Israël ne s'arrêterait pas là dans sa riposte face à l'Iran. Et on sait que l'aile droite du gouvernement Netanyahou pousse pour que la riposte soit encore plus musclée. Oui, je vous ai entendu tout à l'heure parler d'Itamar Ben-Gvir. Effectivement, cet homme d'extrême droite, qui est ministre dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, lui aurait aimé, voudrait même qu'on en profite pour mettre à bas toute la puissance nucléaire, le programme nucléaire iranien, qu'on fasse des frappes sur tous les centres d'enrichissement, sur tous les laboratoires. Alors on parle de Natanz, Fordo, les laboratoires de recherche dans la banlieue de Téhéran. Voilà ce qu'il voulait. Alors il a écrit hier un tweet en disant minable, pitoyable, petit joueur. La traduction en hébreu est difficile exactement à faire, mais en fait il a été repris de volée par tout l'ensemble de la classe politique israélienne. Et dans les pays arabes, dans les pays musulmans, on a mis son tweet un peu en caricature en disant regardez, Israël n'a pas réussi à faire sa frappe. Et depuis, on a appris que c'était bien des tirs de missiles et des tirs qui avaient une grande puissance, dans le sens où ils ont démontré à Téhéran que Israël pouvait frapper au cœur des installations nucléaires et notamment au cœur des systèmes de défense antiaérienne, ce qui est extrêmement précieux puisque un radar a été touché et peut-être même une batterie S-300, la batterie, l'un des systèmes les plus perfectionnés vendus par les Russes. Donc on en est là aujourd'hui. Israël estime à l'inverse qu'avec 3 tirs, il a plus que répondu, en tout cas il a fait plus de dégâts que n'ont fait les 300 vecteurs envoyés par Téhéran.
Merci beaucoup Xavier Giacomoni avec Thibaut Bruck en direct de Tel Aviv en Israël. Face à ces ripostes qui se multiplient, est-ce que les Américains finalement n'ont aucun impact sur ce que Netanyahou décide ? Au contraire, ils ont un impact. Depuis que l'Iran a attaqué avec les 300 drones plus les missiles l'État d'Israël et que cette alliance stratégique s'est mise autour d'Israël, vous avez vu que le retour qu'a fait Benjamin Netanyahou en termes de décision, de réplique à ce qui a été fait, est une réplique très minorée. Ce n'est pas ce qu'attendait Itzhak Ben-Gvir, loin s'en faut. Et donc je crois qu'aujourd'hui, de tout jamais, Benjamin Netanyahou, à mon sens, tout comme l'Iran quelque part, ont des victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire que Israël ne fera pas ce que tout le monde imagine, c'est-à-dire une attaque des centres nucléaires iraniens avec derrière une deuxième vague pour annihiler toute puissance iranienne, parce que ça vous demande une stratégie énorme, des moyens qui, sans les Américains, seraient complexes à mettre en œuvre. Donc ils vont faire ce qu'ils font aujourd'hui, attaquer des proxys, annihiler certaines choses, montrer qu'effectivement, ils ne vont pas rester sans rien dire, mais on reste en dessous des radars. Pour les Iraniens, ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils n'iront pas au-delà de ce qu'ils ont fait précédemment. Donc on reste aujourd'hui dans une forme, je dirais, de victoire à la Pyrrhus où les Iraniens n'ont pas la volonté d'aller au-delà parce qu'ils veulent continuer leur programme nucléaire et que s'ils veulent continuer ce programme nucléaire, il ne faut pas qu'ils aient une pression internationale inouïe sur le dos. Et de l'autre côté, les Israéliens, avec le gouvernement aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, est tenu par, je dirais intelligemment, par cette nouvelle stratégie géopolitique qui est autour d'elle, qui l'aide, parce que quelque part, l'aide de la France, de la Jordanie, des États-Unis, c'est aussi un parapluie stratégique diplomatique. Vous avez vu qu'il va y avoir quelque chose au niveau du G7, il va y avoir de nouvelles sanctions, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou mesure cet équilibre. D'ailleurs, vous savez que pendant pratiquement 48 heures, on reprochait à Netanyahou de ne pas être disponible, de ne pas pouvoir répondre, parce qu'il ne cessait pas de recevoir les différents scénarios et en même temps de se dire quel équilibre entre le géostratégique et le politique. Voilà, ils font un équilibre qui est une réponse qui n'entraînera pas une escalade, mais qui est une réponse qui dit nous sommes en capacité aussi d'atteindre votre territoire. Et notamment, il faut souligner qu'aujourd'hui, le territoire syrien est un territoire qui n'a plus aucune, je dirais, sanctuarisation vis-à-vis d'Israël. On poursuit ce débat dans un instant, à l'aune notamment des nouvelles révélations sur la nature des frappes israéliennes sur l'Iran. Israël qui aurait utilisé non seulement des drones, mais aussi des missiles. On va tout vous expliquer dans un instant. Et puis, nous partirons sur le front de la guerre en Ukraine, à l'heure où Volodymyr Zelensky lance l'alerte. Nous ne pouvons plus attendre les armes. La situation sur le front est critique. Système de défense antiaérienne, munitions, avions de chasse. Quelles sont les armes dont l'Ukraine a besoin pour l'emporter ? À tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.